Michaëlle Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'OIF depuis 2015 et un de vos chevals de bataille, c'est de bâtir un espace économique francophone. Oui. Comment est-ce que vous allez y arriver? Alors, je dirais que la francophonie est déjà un espace d'échange économique très important sur tous ces boulevards, sur tous ces axes. Et pas seulement nord-sud, mais aussi sud-sud, est-ouest, dans toutes les directions. Il y a énormément d'échanges économiques existants. Mais ce qu'il faut, c'est dynamiser ça encore davantage, créer des synergies nouvelles, entre autres, pour les jeunes entrepreneurs et pour les femmes entrepreneurs. Et c'est là-dessus que nous mettons beaucoup l'accent. Il faut que vous imaginiez la francophonie comme un espace d'offres et de demandes. Rien que... Et avec cette langue française qui est la troisième langue des affaires. Mais la francophonie est quand même très diverse. Il y a Oui. même une certaine fracture entre le Nord et le Sud. C'est pas un obstacle, ça, pour lancer un projet comme ça? Non, je trouve qu'au contraire, la diversité, c'est un avantage. Parce que d'une part, ça nous permet aussi de déboucher sur des marchés que l'on ne pouvait même pas imaginer. Et ce qui est intéressant avec l'arrivée de l'Ontario, et je dirais que pour les Franco-ontariens, c'est une excellente nouvelle, l'entrée de l'Ontario dans la francophonie, c'est aussi pour l'Ontario la possibilité, d'une part, de déboucher sur des marchés que probablement la province n'avait pas totalement envisagé. Parce que vous le dites, l'Ontario est devenu membre observateur l'automne dernier au sommet de Madagascar. Et vous croyez réellement que l'Ontario a quelque chose à gagner de cette adhésion? Quand j'ai rencontré la première ministre, Mme Wynne, je lui ai fait réaliser tout ce que l'Ontario a à offrir et tout ce qui est à la portée de l'Ontario. Il y a des pays qui ont un sous-sol minier extrêmement riche et qui aimeraient, partant de l'expérience ontarienne dans le domaine, engager des partenariats pour renforcer leur code minier, mais aussi pour penser des investissements et des échanges. Je pense à l'expérience de Sudbury, par exemple. Je pense à toutes les connaissances dans le domaine que l'Université Laurentienne a pu développer. Une université comme l'Université d'Ottawa est très demandée parce que c'est un campus bilingue, le plus vaste campus bilingue en français et en anglais dans le monde. L'Ontario arrive à un moment propice, je dirais, dans la francophonie, où tout bouge, où il y a un vrai dynamisme et puis il y a une stratégie économique qui est en marche. La francophonie, c'est 84 pays, 274 millions de personnes qui parlent français. L'Ontario français, c'est 100 000 francophones. Comment est-ce que la province peut s'illustrer dans cet océan francophone? Moi, je dirais, premièrement, en utilisant toutes les qualités qui sont inhérentes à, je dirais, le franco-ontarien et la franco-ontarienne. C'est-à-dire que vous avez une histoire de résistance. Ce que vous avez accompli, et entre autres avec l'apport des femmes, pour, par exemple, la revendication et je dirais, bâtir un système d'éducation franco-ontarien est remarquable. Je me souviens de cet épisode des épingles à chapeau, où est-ce que... Puis là, les femmes n'entendaient pas à rire, là, c'était du sérieux, là, c'est un droit, on le revendique et on va l'avoir. Et vous avez su vous donner un système d'éducation de très grande qualité. L'hôpital Montfort, pareil. Je veux dire, vous vous êtes battu pour cet hôpital, vous en avez fait aujourd'hui un hôpital universitaire qui est parmi les meilleurs au Canada. Et qui a beaucoup à offrir à cet égard-là aussi, comme modèle, comme exemple. Et quand je parle de francophonie, des solutions, c'est de ça dont je parle. Donc, dans votre esprit, c'est assez clair, l'Ontario a sa place dans la francophonie. Totalement. La semaine passée, la province a fait une annonce, 300 000 pour aider aux droits des femmes, à l'égalité des sexes, à l'éducation en Afrique. 300 000, qu'est-ce qu'on peut faire avec 300 000 en Afrique? Bien, je pense que déjà, avec 300 000, on peut soutenir, entre autres, l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire que des fois, ça ne prend pas grand-chose pour permettre à une jeune entreprise, une très petite ou moyenne entreprise dans une filière qui est porteuse, de démarrer, de trouver son élan. Mais je pense que le geste avait quelque chose qui va au-delà de la somme. Le geste de l'Ontario était de dire, nous, on n'est que pays observateur, mais on est déjà joueur et on veut déjà être partenaire. On veut déjà poser ce geste et envoyer un signal clair que ce n'est qu'un début et que d'emblée, on montre notre engagement. Ce que l'on sent clairement avec l'entrée de l'Ontario dans la francophonie, c'est un désir très vite de passer du statut d'observateur à un statut de gouvernement de plein droit et de membres de plein droit à part entière, comme le gouvernement du Québec
comme le gouvernement du Nouveau-Brunswick, comme le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que ça changerait de devenir un membre de plein droit? Alors, ça veut dire que, bon, l'Ontario pourrait participer davantage à des programmes, dans nos instances aussi décisionnelles, avoir voix au chapitre, au même titre que les autres gouvernements, donc États et gouvernements membres. À quel moment est-ce que vous aimeriez voir l'Ontario devenir membre permanent? Dès le prochain sommet? Pourquoi pas? Moi, je pense que l'Ontario a tout à y gagner. Et je pense que dans la réflexion menée aussi par la Première ministre, il y a ce désir. C'est un désir tout à fait légitime. Puis de toute façon, c'est une carte gagnante. C'est un investissement, c'est un placement. Advenant un statut de plein droit, Oui. l'Ontario aurait sûrement injecté plusieurs millions de dollars là, dans l'OIF. Ça peut être perçu comme beaucoup, une grande somme par certaines personnes, des anglophones peut-être qui vont dire qu'investir plusieurs millions de dollars dans une organisation francophone pour l'Ontario, c'est trop d'argent. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs? Moi, je me dis, franchement, c'est une porte d'entrée sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur l'Asie, sur l'Europe. C'est rentable, ça, c'est un vrai investissement. Et je crois que le Canada étant le deuxième pays contributeur de l'Organisation internationale de la francophonie, et étant à la fois dans le Commonwealth et dans la francophonie, mon Dieu, avec notre bilinguisme, pour nos bilingues au Canada, c'est une force inouïe. On sait que le français fait face à certains défis Oui. au Canada. En Ontario, le taux d'assimilation des francophones est de 40 oui. Est-ce que l'OIF peut faire quelque chose pour la sauvegarde du français en Ontario? Ouais, mais je pense que déjà, en donnant plus de rayonnement à la culture franco-ontarienne dans le monde, c'est un atout. C'est-à-dire que les jeunes, pour rester ancrés et persuadés de la valeur de la langue française, doivent voir ce que cela leur offre comme possibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils y trouvent une pertinence, une raison d'être. Et quand un jeune réalise que parler à la fois l'anglais, qui est la première langue des affaires, et parler le français, qui est la troisième langue des transactions commerciales dans le monde, mon Dieu, c'est une double chance. Parce que des fois, quand on abandonne une langue, c'est qu'on se dit, bah oui, mais ça me sert à quoi? On a ce côté un peu utilitaire, même si, bon, moi, je ne vis pas la langue comme ça. Mais il reste que des fois, un jeune peut se dire, ben oui, mais ça me sert à quoi? Et en ce moment, des jeunes Vietnamiens sont en train de revenir en force vers le français parce qu'ils se disent, ah, avec cette langue-là, c'est un levier pour moi, jeune créateur, moi, jeune, je sais pas, entrepreneur innovant, pour rejoindre d'autres qui font comme moi, puis avec qui je peux penser des partenariats et je peux penser des possibilités. Michaëlle Jean, merci. Merci. Énormément. Merci beaucoup.